l'action du RHDP, pas dans le sens d'écraser les autres, mais dans le sens de sa capacité à imposer sa volonté. Et ça, c'est un fait qui est là. Mais dans le cas de cette campagne, il y a deux concepts qui ont vraiment attiré mon attention et à laquelle je voudrais vraiment avoir un peu d'éclaircie. Il y a le fait qu'avant même que les élections ne se produisent, les tenants du RHDP, dans leur meeting, ont révélé une phrase que si vous ne votez pas le candidat du RHDP, il va gagner. Cette phrase est revenue plusieurs fois. Maintenant, ma question est de savoir qu'est-ce qui fondait cette conviction avant même que les élections ne se produisent, qu'il y a la victoire assurée. Ça, dans le même sens, il y a une deuxième question qui vient au discours de clôture. Le président a dit une phrase qui a été largement commentée. Et il a dit une phrase que nous tous on connaît, mais venant du parti au pouvoir, le chien passe, la caravane passe, le chien aboie. Ça a été largement commenté. Oui. Dans le concept de la grande Côte d'Ivoire que le RHDP promeut, est-ce que ce concept avait sa place? D'accord. Alors, sur la première question, notamment certains cadres, à titre personnel, je n'ai pas entendu. Mais je dis, supposons que ça a été dit par des cadres. Il faut contextualiser. Je suppose que les cadres qui ont pu le dire l'ont dit peut-être dans un contexte purement local. Et peut-être que c'était pour expliquer aux gens qu'une élection présidentielle, ce n'est pas la voix locale seule qui importe. Une élection locale, c'est un ensemble de voix de l'ensemble des Ivoiriens sur l'ensemble du territoire national. Je ne pense pas qu'ils aient dit ça dans le sens d'un mépris pour dire qu'une voix ne compte pas, mais c'est une manière de dire, et c'est ce qui s'est passé. Il y a des endroits où des votes ont été empêchés, mais ça n'a pas empêché le scrutin de se dérouler et des résultats d'être proclamés. Donc c'est dit, mais allez voter. Que vous soyez d'accord ou pas, allez voter. Si vous ne votez pas, ça ne changera rien fondamentalement au déroulement donc, du scrutin. Moi, je contextualise. Sinon, une voix compte. Si nous sommes donnés autant d'énergie pour aller à la rencontre des Ivoiriens, dans nos localités, dans nos villages, avec toutes ces campagnes, c'est parce que nous respectons les électeurs. Et la démocratie, l'électeur est roi. Maintenant, sur la deuxième chose, mais les gens s'emballent très vite. C'est une expression consacrée. Mais allez faites un peu de recherche sur YouTube, vous verrez que le président Houphouët-Boigny a exprimé la même phrase exactement en 90, lorsque le président Ouattara arrivait. Le président Rikona Bédié a dit exactement la même phrase. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Ce n'est pas du mépris pour Issourien, ça veut dire que dans un contexte tel que nous l'avons connu, ou qu'on pourrait connaître, il faut se focus sur l'objectif. Vous avez beaucoup de bruit, mais qui ne doivent pas désorienter par rapport donc, à l'objectif. Donc le chien aboie, la caravane passe, c'est-à-dire que malgré toutes les turpitudes, il faut rester focus et il faut avancer. Ce n'est pas une injure, c'est une expression consacrée dans la langue française. D'accord, Josias? Oui, monsieur le ministre, revenant sur la question qui a été posée, lorsque le cadre du RHDP disait « si vous ne votez pas notre candidat, il va gagner », derrière, il y a aussi une autre phrase qui est sortie. Oui. Il dit « si vous ne votez pas notre candidat, il va gagner et vous n'aurez rien ». Est-ce que quelque part, ça ne ressemblerait pas à une sorte de menace, d'intimidation pour forcer ces électeurs à voter votre candidat? Je réponds tout de suite. Je ne l'ai pas entendu. Si ça a été dit, ce n'est pas conforme à la vision du président Ouattara. Lorsque le président va à une élection présidentielle, il a un programme pour l'ensemble des Ivoiriens, pour l'ensemble du territoire national. Pour ceux qui auront voté pour lui et ceux qui n'auront pas voté pour lui. Rappelez-vous qu'en 2010, l'une des premières localités à recevoir le PPI, ça a été Djokwe. Djokwe n'avait pas voté pour le président Ouattara. Donc lorsqu'on gère un État, on a un programme. Donc le programme ne se dessine pas après les élections. Le programme se dessine avant l'élection présidentielle. Et chaque région sait déjà quels sont les programmes et les projets qui y seront. Donc ça a pu être dit, je ne sais pas si c'est dans ces termes, autant on peut dire que si vous ne votez pas, ça risque localement, bien évidemment, ça risque de ne pas avoir trop d'impact sur le vote général, autant on ne peut pas dire que si les gens ne votent pas, Alassane Ouattara ne fera rien pour eux. Alassane Ouattara est le président de l'ensemble des Ivoiriens, de toutes les régions, et il agira pour tout le monde. Alamine ? Il y a une question qu'on doit forcément poser. Aujourd'hui, il y a des millions d'Ivoiriens, il faut le dire, qui sont mécontents du processus électoral et qui estiment que ce à quoi on vient d'assister, c'est un braquage électoral. La question que je voudrais poser... Ce n'est pas des millions d'Ivoiriens, c'est un Ivoirien qui l'a dit. Qui est soutenu par plusieurs Ivoiriens, qui ne sont pas aussi à hauteur de milliers. Oui, qui a eu 155 000 voix en 2023. Son parti est 6 communes. Je sais pas
En 2023, aux élections locales. Non, le président Laurent Gbagbo, la dernière élection à laquelle il participe, au premier tour, il a 1 700 000 voix. C'est plus qu'Alassane Ouattara au premier tour, en 2010. Oui, ça, c'est la dernière élection présidentielle à laquelle il a participé. Beaucoup de ces militants ont rejoint Alassane Ouattara aujourd'hui. Oui, ça aussi, c'est une réalité. Mais pour revenir à la question, c'est par rapport à l'appréciation du droit en Côte d'Ivoire. On a souvent l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a un miracle qui encadre le droit. En 1995, le droit a parlé et le droit a dit que Alassane Ouattara, opposant, est inéligible pour l'élection présidentielle. En 2000, le droit a parlé en Côte d'Ivoire, le droit a dit que Alassane Ouattara, opposant, est inéligible pour les élections. Ça crée des tensions, etc. Aujourd'hui, en 2025, il y a 2 personnalités qui pouvaient ébranler, voire battre le président Alassane Ouattara. Il s'agit de Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo. Impossible. Et ces 2 personnalités-là, le droit a encore parlé et le droit a dit qu'ils sont inéligibles pour l'élection présidentielle. La question que je voudrais poser, est-ce que vous ne pensez pas qu'à chaque fois en Côte d'Ivoire, lorsque le droit s'exprime, le droit parle toujours en défaveur de l'opposition et en faveur du pouvoir? D'accord. Alors, non. C'est Mohamed Lamine, c'est ça? C'est ça. D'accord. Non, c'est pas juste. Alors, il faut distinguer les situations. En 1995, une loi a été adoptée dans le code électoral en vue d'éliminer un adversaire. C'est le droit. Oui. C'est une loi. Donc c'est le droit qui a parlé. Oui, mais cette loi a été créée spécialement. Comme Tidiane Thiam estime que l'article 48 aussi. Laissez-le répondre. Donc une loi a été créée spécialement pour éliminer un adversaire. En 2000, une loi a été constitutionnalisée pour éliminer un adversaire. D'ailleurs, au Forum des réconciliations nationales, le président Laurent Gbagbo a dit « Mais pourquoi vous avez peur de dire la vérité ?» La vérité, c'est que l'article 35 de la Constitution a été fait contre le président Alassane Ouattara. Ça, c'est les situations qu'on peut dénoncer. Depuis que le président Ouattara est là, aucune loi n'a été prise contre un adversaire. L'opposant dont vous parlez fait référence à une loi qui date de 1961. Donc on ne peut pas dire qu'en 1961, Alassane Ouattara, sachant que Tidiane Thiam serait candidat peut-être 40 ans après, etc. Donc c'est une loi qui existe. Et cette loi, je rappelle, contrairement à ce qu'il a dit, parce qu'il dit que la loi n'a été réactivée que contre lui. Je peux vous envoyer de la documentation. Depuis 1981, cette loi a été appliquée contre des citoyens lors des élections législatives. Et je vous dis que Jenny Kobena, vous vous rappelez l'affaire Jenny Kobena, c'est l'article 48 du Code de la nationalité qui a été utilisé contre Jenny Kobena. Je ne parle même pas de Tioté qui a été victime de cette loi. Adama Sanogo, à Bobo, s'est vu contester son éligibilité par Simon Lévio Gbagbo et par Orbe à l'époque sur la base de l'article 48 parce qu'il y aurait une double nationalité. Donc ça a été faux. C'était encore un mensonge de dire que cette loi est spécialement dédiée, a été faite contre lui. Maintenant, ceci étant, je reviens un peu encore en arrière. Alassane Ouattara était opposant en 2010, on est d'accord. Lors de l'adoption ou lors de l'analyse des dossiers, donc en 2009, il était opposant, alors qu'on avait les accords donc, de Marcoussis qui demandaient que tous les candidats, enfin tous ceux qui ont participé à Marcoussis puissent être candidats, et qu'il y avait cette lettre de Pretoria où Laurent Gbagbo donc, demandait que pour l'élection 2005, les uns et les autres puissent être candidats. Qu'est-ce que Yao Paul Ndré a dit? Il a refusé d'appliquer donc la directive ou la lettre de Laurent Gbagbo, estimant que cette lettre visait seulement 2005. Et ensuite, il a exigé que tous les candidats à l'élection présidentielle qui déposaient leur dossier en 2009 puissent le faire conformément au code électoral et à la Constitution. Alassane Ouattara a déposé ses dossiers. Tous les dossiers demandés par le code électoral déposés par Alassane Ouattara et son dossier a été analysé comme tous les autres candidats et ça a été accepté. Donc, opposant, là, le droit a été dit et il remplissait les conditions. Maintenant, on a 2 situations. Une personne qui a organisé lui-même son éligibilité, parce que lorsqu'on vous dit que pour être candidat, il faut renoncer à une nationalité et que vous ne renoncez pas à temps à cette nationalité, alors que personne d'autre n'a de l'influence sur ce processus, c'est vous-même qui pouvez entreprendre une procédure de renonciation. Vous avez été élu à la tête d'un parti en décembre 2023. Vous attendez presque 16 mois avant de renoncer, alors qu'au cours du congrès, votre parti a pris une option sur vous pour être candidat. Vous aurez pu renoncer le mois qui suit. Et puis, vous avez des candidats qui étaient donc frappés par une décision de justice, et puis d'autres candidats qui ne remplissaient pas les conditions donc, de parrainage. Donc, c'est aussi ça l'état de droit. Et le président Laurent Gbagbo au braquage de la BCAO, où la BCAO ne fait aucune plainte. Vous n'avez pas l'impression aussi que la justice aussi, le droit parle en défaveur? Non, ça c'est ce que lui dit. Ça c'est ce que lui dit. Et qu'est-ce que vous vous dites? Non, écoutez, moi je me refuse de commenter les décisions de justice. C'est une question de principe. Il y a eu un procès, il avait des avocats, contrairement à ce qu'il dit à ce procès. Il a été représenté par des avocats.
Il y a eu donc le principe du contradictoire et à fait, il a été condamné. Donc je me refuse de condamner une décision de justice. D'accord. Voilà. Maurice Gambouté. Moi, j'ai une question par rapport à tout ce qui est promesse électorale. Oui. En 2020, on parlait d'émergence. Oui. Après 2020, on n'a plus parlé d'émergence. Je ne sais pas si les indicateurs de développement qui sont là peuvent prouver qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est émergente. Pour aller en 2025, on parlait d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire, si je me souviens bien. On a eu 50,10% de suffrages exprimés. Ça veut dire qu'il y a environ la moitié des électeurs, donc on griffe environ la moitié des Ivoiriens qui ne se sentent pas unis, ou bien qui ne sont pas en tout cas solidaires de la politique du président Alassane Ouattara. On va maintenant vers 2030. Et la promesse électorale, c'est pour une grande Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriens ont déjà accordé leur bénédiction, en quelque sorte, au président Alassane Ouattara. Donc, ça, on ne va pas revenir dessus. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui est dans le programme d'Alassane Ouattara qui peut aujourd'hui conforter les citoyens sur le fait qu'il va effectivement atteindre les objectifs ou bien la vision politique qui anime sa campagne. Parce qu'on peut regarder certains éléments, tout simplement, par exemple, le métro d'Abidjan, qui n'a pas fini d'être construit, en tout cas dans le délai qui était prévu. Et il n'y a pas très longtemps, on a entendu le ministre Patrick Achib parler de TGV. Donc, on se rend compte d'une certaine manière qu'on annonce de certaines visions politiques, mais dans l'exécution, il y a en tout cas une partie inachevée. Mais on n'a pas encore achevé, mais on annonce encore de nouveaux objectifs. Est-ce que les fruits vont tenir à la promesse des fleurs? On va faire court, on va permettre au ministre de répondre. Non, sur le projet, j'aurais dit, de par ma position aujourd'hui, parce que je gère quand même aussi un département ministériel, j'ai géré avant cela un autre département ministériel. Dans la conduite des projets, il faut tenir compte de plusieurs aléas. Donc on peut avoir un projet avec une date précise, après il peut y avoir des aléas. On a un cas très précis. On sait tous qu'on a eu la Covid en 2020. Et lorsqu'on a eu la Covid en 2020, c'est toute l'économie mondiale qui était quasiment à l'arrêt. Et donc, si vous aviez planifié un projet et que là, vous avez cette pandémie qui d'abord a un impact sur les coûts et ensuite a un impact sur les délais donc, de production, etc. C'est un exemple précis que je donne. Vous ne direz pas que, bon, écoutez, j'avais promis faire tel projet en 2 ans, finalement, pour qu'on le fasse à 3, 4 ans. Je pensais que vous m'auriez dit qu'on a renoncé au projet donc, du métro. Le projet du métro avance très bien, en dépit donc, de quelques difficultés, mais qui ont été levées à travers donc, des discussions. Aujourd'hui, les rails sont déjà faits, les emprises ont été libérées, donc le projet va aller à son terme. Et c'est ce qui est important, parce que ce qui aurait été désastreux, c'est de dire qu'on annonce des projets qui, en définitive, ne se font pas. Lorsque le président Ouattara est arrivé aux affaires en 2011, il faut savoir d'où nous partons. En 2011, nous avions 55% de pauvres en Côte d'Ivoire. Avec une politique sociale et économique hardie, en 2021, nous sommes tombés à 37% de pauvres en Côte d'Ivoire. Et notre objectif, c'est d'aller à 20% de pauvres à l'horizon 2030. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions d'Ivoiriens qui sont sortis de la pauvreté. C'est-à-dire que si nous n'avions pas baissé le taux de pauvreté, on aurait 5 millions d'Ivoiriens supplémentaires pauvres aujourd'hui. Nous avons quasiment doublé le revenu par tête d'habitant, le PIB de la Côte d'Ivoire a quasiment doublé, etc. Notre capacité en production d'énergie a quasiment triplé, puisqu'aujourd'hui, tous les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire ont de l'électricité, alors qu'on n'avait que 33% de taux de couverture en électricité. Mais les populations voient ça. Moi, je suis issu d'une grande région et qui est fortement dominée par le milieu rural. Dans ma région, c'est près de 3000 km de pistes qui ont été reprofilées. Peut-être pour vous, Abidjan, ça n'a aucun impact, mais pour le parent paysan qui a Dania, qui a Kétro Bassam, et qui cultive et qui doit évacuer ses produits ou son vivrier, ça a de l'impact. Les gens ont l'électricité, ils peuvent faire du commerce, etc.